Bonjour, c'est Michel Drac. Alors, aujourd'hui, je vous présente un livre, Oliver Stone, Conversation avec Poutine. C'est le livre d'entretien du cinéaste Oliver Stone avec le président Vladimir Poutine. Donc, je me suis organisé comme je pouvais parce que je suis pas chez moi, je suis en déplacement. Mais je pense qu'on va quand même se faire la vidéo tranquillement. Et donc, c'est parti. Alors, le livre de Stone retrace en fait des entretiens qu'il a eus avec Poutine entre le 2 juillet 2015 et le 10 février 2017. Donc en gros, ça commence au moment où la Russie rentre vraiment massivement dans le conflit syrien, et ça va durer jusqu'à juste après l'entrée en fonction de Trump. Le livre n'est pas très centré sur la personne de Vladimir Poutine, même si Stone demande un petit peu à Poutine de parler de lui-même. Vladimir Poutine est un pur produit du système soviétique, mais comme tout pur produit du système soviétique, à la base, en tout cas tout pur produit russe du système soviétique, à la base c'est un russe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été baptisé à l'initiative de sa mère. Il dit que ce n'est pas lui qui a fait de la religion un élément central de la vie russe depuis la chute du communisme, que c'est le peuple qui l'a fait pour combler le vide laissé par la chute du communisme. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Quand vous regardez la proportion de Russes qui se déclarent orthodoxes, on voit très bien qu'en 2 décennies, en gros, le peuple russe est revenu à sa religion d'origine, très majoritairement. Mais Poutine dit que c'est le peuple lui-même qui l'a fait, mais on devine facilement qu'il l'a laissé faire. Il est très russe par certains côtés, en particulier par une certaine rudesse. Il y a un passage qui m'a fait rigoler, c'est le passage où il explique en toute simplicité, mais moi j'ai pas de mauvais jours, je suis pas une femme. Alors Stone lui explique que, vous savez, aux États-Unis, ça serait pas jugé comme très politiquement correct ce que vous venez de dire. Et la réponse de Poutine, en gros, c'est oui, c'est possible, mais moi je veux insulter personne, je constate simplement que la nature est ainsi faite. Voilà. Il est très russe aussi, dans une certaine forme de fatalisme. Mais alors, c'est pas un fatalisme, comment dire, passif. C'est pas un fatalisme qui interdit l'action. Il y a simplement la conviction chez Poutine, il le redit d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, explicitement ou implicitement, ça se laisse deviner, que seul Dieu connaît le destin, qu'il faut s'en remettre à lui. Clairement, ce n'est pas un occidental. C'est pas quelqu'un qui pense comme un occidental, c'est pas quelqu'un qui pense comme la majorité des occidentaux contemporains. Ça se voit bien dans la discussion. Curieusement, il assume en même temps une certaine influence occidentale, ce qui est très russe là aussi. Si j'ai bien compris, même si le passage n'est pas très clair, très explicite, il reconnaît dans ses influences ce qu'il appelle les utopistes socialistes français. Alors, il faudrait savoir exactement à qui il pense. En tout cas, c'est un propos qui aurait pu être mal pris sous l'URSS, quoi. Même si c'est quelqu'un qui a été formé par le système soviétique, c'est clairement pas un marxiste orthodoxe. Et clairement, très profondément, je veux dire, c'est pas simplement chez lui un renoncement conjoncturel à une doxa et une adhésion conjoncturelle à une autre doxa. Son non-marxisme et son orthodoxie sont quelque chose de profond. Ça se sent à la façon dont il répond aux questions de Stone. Pour autant, donc c'est un produit du système soviétique. Il explique donc qu'il a été officier du KGB. Alors, il a été en poste à Dresde de 85 à 90.
ce qui explique c'est une certaine germanophilie, hein. Poutine est notoirement assez tourné vers l'Allemagne. Euh, il a travaillé ensuite avec le maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. Lors du putsch de 91, il est devenu assez difficile pour lui d'être en même temps conseiller de Sobchak et membre du KGB, donc il a démissionné du KGB. Ensuite, il a déménagé à Moscou en 96 et il a travaillé quelques mois pour Yeltsin, avant de devenir chef du FSB. Puis en 99, il est devenu Premier ministre, juste avant que Yeltsin démissionne en 2000. Il ne dit pas grand-chose sur les conditions dans lesquelles s'est faite cette ascension. L'interprétation classique, si vous voulez, c'est qu'en Russie, il y a en gros deux groupes dominants. Les gens que les Russes appellent les Siloviki, c'est-à-dire les héritiers en quelque sorte des anciennes structures de force du système soviétique, les ex-KGB pour faire simple. Il n'y a pas que, les ex-KGB et ce qui gravite autour, on va dire. Et puis, il y a les gens qu'on a appelés à une certaine époque les oligarques, c'est-à-dire les milieux d'affaires, qui ont émergé à la chute de l'URSS, souvent par pillage des entreprises soviétiques. Il paraît assez probable qu'en fait l'histoire de Poutine, c'est que après une période d'une dizaine d'années où Yeltsin a un petit peu laissé la bride sur le cou aux oligarques, ce qui a coûté très cher à la Russie, les Siloviki se sont organisés pour propulser un des leurs tout en haut de la structure d'État, pour remettre en place, n'est-ce pas, la verticale du pouvoir et rétablir la dictature de la loi, pour reprendre les termes de Poutine lui-même. Bon, c'est pas lui tout seul qui est arrivé là où il est arrivé, c'est évident, mais il ne dit rien sur les réseaux qui lui ont permis d'arriver à la présidence. Stone essaye à plusieurs reprises de l'attirer un peu sur ce terrain-là, mais c'est pas très facile de manipuler Vladimir Poutine, et visiblement Oliver Stone n'y parvient pas. Qu'est-ce que nous dit Poutine sinon sur sa façon de travailler? Alors d'abord, c'est le type parfait de l'ancien militaire, de l'ancien flic, du gars qui a été régulé par la pratique du sport, par l'entraînement physique. Il est très régulier dans son mode de vie, ce qui est fréquent chez les gens en fait qui sont très efficaces. Il se couche à minuit et se lève à 7 heures, quoi qu'il advienne. Il donne l'impression d'avoir une méthode de travail du genre un petit peu routinier, méthodique. Là aussi, c'est fréquent chez ce genre de personnes. Je me suis amusé, par curiosité, à essayer de me renseigner un peu sur la façon dont travaillaient les gens qui assumaient de très grandes responsabilités. Et c'est souvent ça. Bon, il y a des cas exceptionnels comme Napoléon, paraît-il, qui dormait 2 ou 3 heures par nuit seulement, mais c'est pas le cas en général de ces gens qui arrivent à être extrêmement efficaces et à très très haut niveau. C'est plutôt des gens très réguliers, très méthodiques, à la manière de Poutine, et des gens intéressés, comme le dit Poutine d'ailleurs lui-même, par le processus de résolution des problèmes, l'optimisation du processus de résolution des problèmes. Il dit lui-même que c'est ça qui l'intéresse dans le travail qu'il fait. Alors, Stone essaye de faire parler Poutine sur l'histoire de la Russie. Donc la présentation que Poutine fait de cette histoire est la suivante. D'abord, bon, Stone essaye de lui faire condamner Staline, et Poutine s'en sort en louvoyant, en expliquant en gros, bon, Staline était le produit de son époque. Ce qui est un signe d'intelligence, c'est-à-dire que je pense que Vladimir Poutine sait très bien que Staline était surtout un putain de psychopathe de derrière les fagots, et que, bon, d'accord, il a gagné la Grande Guerre patriotique. Bon, enfin, il l'a pas gagné tout seul quand même, hein. Il y a un certain nombre de millions de mecs qui ont participé aussi. Et puis, bon, il a quand même fait des choses, bon, voilà.
Mais il sait aussi qu'il ne peut pas le condamner. Il ne peut pas le condamner parce que l'état de la société russe fait qu'elle n'est pas mûre pour accepter cette condamnation. Est-ce qu'elle le sera jamais d'ailleurs? Je ne sais pas, puisque la Russie se construit sur la mythologie du grand souverain. Et encore aujourd'hui, les Russes ont un rapport ambigu avec Ivan le Terrible, par exemple. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'opinion de Poutine lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire autre chose que de botter en touche. Donc il le fait en montant. Ça, c'est une constante pendant tous les entretiens. À chaque fois qu'on l'attire sur un terrain où le fait de prendre une position va lui poser problème, sa manière de louvoyer, sa manière de ne pas prendre position, c'est d'élever le débat, de monter un ou deux niveaux d'abstraction supérieurs. Donc là, par exemple, dans le cas de Staline, il fait un parallèle avec Cromwell en Angleterre, Napoléon en France. Et puis à partir de là, il fait une mise en balance entre le Staline de 1945, le vainqueur de la Grande Guerre patriotique, et puis en même temps le responsable de millions de morts et des camps d'extermination. Et il arrive à pas condamner Staline. C'est-à-dire, c'est le produit d'une époque, il faut le situer dans son époque, et donc, sans nier ses crimes, je ne le condamnerai pas. C'est très habile. Stone fait parler aussi Poutine sur Gorbatchev. Malheureusement, il ne lui demande rien sur la période Brejnev, il ne le fait pas parler de l'époque de la stagnation, c'est-à-dire du moment entre la fin de Khrouchtchev et la période Gorbatchev, cette longue période où pour l'essentiel c'est Brejnev qui dirige, et où l'Union soviétique glisse lentement dans le marasme. Alors sur Gorbatchev, le verdict de Poutine est le suivant. Gorbatchev a eu un mérite, c'est qu'il a compris qu'il fallait du changement, mais le problème c'est qu'il n'a pas du tout compris quel changement il fallait. L'analyse de Poutine sur la situation de Gorbatchev quand il arrive au pouvoir, c'est qu'en fait il est confronté à une société bloquée par le caractère monopolistique du pouvoir du Parti communiste, qui a fini par créer une situation où la société était incapable d'innover. Donc le problème de fond, c'était que le système lui-même, le système soviétique lui-même, s'était révélé mauvais, et qu'il ne fallait pas le réformer, parce qu'il n'était pas réformable, il fallait le remplacer. La grande erreur de Gorbatchev, pour Poutine, ça a été de ne pas le voir. En même temps, Vladimir Poutine dit aussi que la chute de ce système a été une catastrophe. Et il rappelle en particulier qu'à la chute de l'URSS, en une nuit, 25 millions de Russes se sont retrouvés à l'étranger. En même temps, il reconnaît qu'il était impossible de maintenir l'Empire soviétique, qu'il était absurde de croire que l'URSS pouvait continuer à imposer sa volonté à des nations fondamentalement étrangères, et en fait il veut dire fondamentalement étrangères à la russité. C'est manifestement ce qu'il a en tête. Et d'ailleurs il précise que c'est une erreur de vouloir imposer ces normes et modèles aux autres nations. Il y a très clairement chez Poutine une lecture de l'histoire de la Russie qui annonce sa transformation en fait en nation. Alors, il ne le dit pas de façon explicite, et ça c'est très russe, parce que le problème des Russes, c'est que comme ils ont jamais assumé le fait d'être une nation et pas un empire, et qu'ils n'ont jamais assumé non plus le fait d'être un empire et pas une nation, ils ont toujours eu tendance à confondre les deux, c'est-à-dire à se définir comme une nation-empire. Mais dans la réalité, c'est pas possible. Ou bien c'est une nation qui a une identité, ou bien c'est un empire qui réunit plusieurs nations sous une autorité. Alors Poutine ne dit pas franchement qu'il est en train de faire glisser la Russie de l'idée impériale vers l'idée nationale, mais c'est ce qui sort en fait de son discours. Et je pense qu'il le fait exprès. Je pense qu'il fait exprès de ne pas le dire, pour ne pas confronter en fait ses concitoyens à cette question qui est très complexe, très, très perturbante pour un Russe, je crois. Et en même temps, il sait très bien qu'il est en train de répondre à la question qu'il ne pose pas.
Alors, sur la période Yeltsin, Poutine est assez direct. J'ai été étonné. Euh, bon, il ne nie absolument pas que Yeltsin avait un léger problème avec la vodka. Moi, quand j'ai eu la question de Stone qui en parle, je me disais, bon, bah, Poutine va lui dire, mais non, c'est ça. Non, 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 non. Il dit pas, oui, c'est vrai, il n'en rajoute pas, mais il ne nie pas, quoi. Bon. Il ajoute d'ailleurs qu'il n'était pas très proche de Yeltsin et que la preuve c'est qu'il n'avait jamais pris un verre avec lui, ce qui est une façon de dire que, bon, voilà. Il dit que quand Yeltsin lui a annoncé qu'il voulait le nommer Premier ministre, au départ, lui ne voulait pas, ça c'est très possible. Euh, et il faut voir le contexte à l'époque, la Russie est au bord de l'effondrement, elle vient de se lancer dans la seconde guerre de Tchétchénie, et Poutine explique qu'à ce moment-là, il a eu peur pour sa famille. En gros, il s'est dit, si je participe au pouvoir, puis qu'ensuite, pour une raison quelconque, je me fais virer après m'être fait des ennemis, j'aurai plus de garde du corps. Et comment je vais faire pour protéger ma famille? Ça, je pense par contre que c'est très possible. Parce qu'effectivement, dans le contexte de l'époque, il fallait avoir le goût du risque hein, pour se rapprocher du Kremlin, pour y entrer et pour s'approcher des plus hautes sphères du pouvoir, c'est certain. Alors, comment ça se passe quand il arrive au pouvoir il donne quelques détails sur l'ambiance qui règne en Russie à ce moment-là. Un des premiers dossiers apparemment qu'il a eu à traiter, ce sont les menaces du FMI. Car le FMI a tenté de faire chanter la Russie à propos du Daghestan, ou de la seconde guerre de Tchétchénie, sur le thème Faites cesser les hostilités au Daghestan et nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider financièrement. Et bon, Poutine leur a répondu que la Russie ne faisait que se défendre et que jusqu'à nouvel ordre, le FMI était là pour donner des conseils de gestion et pas pour faire pression sur le plan géopolitique. En même temps, il ajoute que maintenant que la Russie a remboursé toutes ses dettes, on y reviendra, et que la situation financière est assainie, bien sûr, Moscou a gardé de bonnes relations avec le FMI. Ça, c'est très Poutine, j'ai l'impression. C'est-à-dire toujours la main de fer dans le gant de velours. Quoi. On s'arrange pour ne pas heurter les gens inutilement. Mais en même temps, attention. Sur le plan des choix économiques, alors vous avez des gens qui disent que Poutine est un libéral, d'autres qui disent que Poutine est un anti-libéral. Alors ceux qui disent que c'est un libéral disent ça parce que comme ils n'ont jamais dirigé un grand pays, ils comprennent pas pourquoi Vladimir Poutine ne rétablit pas une économie étatisée en Russie. Et ceux qui disent que c'est un anti-libéral disent ça parce que comme ils n'ont jamais dirigé un grand pays, et qu'eux ils sont libéraux, ils comprennent pas pourquoi il maintient finalement un système mixte, alors pas à la française, pas au sens de l'économie mixte à la française, mais au sens russe, où l'État joue un rôle important, mais où il y a aussi des entreprises privées, etc. En fait, ce qu'on voit très bien dans ce qu'explique Poutine, c'est que c'est ni un libéral ni un anti-libéral, c'est un pragmatique. Bon, lui, c'est pas un doctrinaire, c'est-à-dire que, d'ailleurs, de toute façon, pourrait-il être un doctrinaire libéral ou un doctrinaire étatiste ou un doctrinaire, disons, dont la doctrine s'inscrit fondamentalement dans les catégories de l'économie, sachant ce qu'on a vu avant sur sa russité, sur son orthodoxie, sur ce que ça doit impliquer en termes intellectuels, je ne sais pas. En tout cas, il n'est rien de tout ça, il n'est ni libéral ni anti-libéral, non, c'est un pragmatique, il a constaté que ce qui marchait visiblement le mieux, c'était un certain équilibre entre l'État et le marché. Et donc, eh ben, il va faire ça parce qu'apparemment c'est ce qui marche le mieux. Alors il explique que son travail dans cette optique, ça n'a pas été de remettre en cause le processus de privatisation, mais de faire en sorte que ce ne soit pas un pillage. Alors sa version de la manière dont ça s'est passé, et ça aussi c'est très Poutine, c'est que il n'y a pas eu de choc frontal avec les oligarques, d'après lui.
Je suis pas sûr que ça soit l'opinion de tous les oligarques, parce qu'il y a quand même quelques mecs à l'époque, pour leur faire comprendre que la Russie n'était pas là pour qu'ils la vendent au plus offrant. Il semble quand même qu'on leur ait bien fait comprendre. Il y en a un, je crois que c'est Khodorkovsky, il s'appelait. Il a été arrêté au moment où il s'apprêtait à vendre une partie d'une grande société russe à Jacob Rothschild, si ma mémoire est bonne. Bon, mais enfin, dans la version que va donner Vladimir Poutine à Oliver Stone, il n'y a pas eu de choc frontal avec les oligarques, d'accord? Parce qu'il est apparu comme quelqu'un qui pouvait stabiliser le système. Or, dit-il, ceux qui avaient bénéficié des années Yeltsin avaient désormais plus intérêt à la stabilité qu'au chaos. Donc il précise quand même que certains oligarques ont été mécontents de certains des choix de Poutine, mais toujours version Poutine, ce n'était pas de véritables hommes d'affaires, car les vrais businessmen compétents souhaitaient des lois justes et respectées. Sous-entendu pour gagner à la loyale, parce que eux pouvaient gagner à la loyale, la compétition business. Et c'est le sens qu'il donne à sa dictature de la loi, c'est-à-dire un pouvoir central très fort, finalement dans un système fondé sur les rapports de force, certes, mais comme il y a ce rapport de force fondamental, premier, du pouvoir central, ce système fondé sur les rapports de force reste codifié et organisé. Je pense que je ferai une note de lecture sur un bouquin que m'a recommandé un ami, qui est Pascal Lassalle, pour ne pas le nommer, bouquin que j'ai enfin trouvé le temps de lire, qui est très intéressant, qui s'appelle Le modèle russe de gouvernance. Et je ferai cette note de lecture pour qu'on essaye de comprendre dans quelle mesure la Russie de Poutine est encore inscrite dans le modèle traditionnel de gouvernance à la russe et dans quelle mesure il y a des évolutions. Parce que je crois que on est dans une phase intermédiaire où il y a des évolutions qui commencent à se produire. Sur la Géorgie en 2008, pour Poutine, c'est bien Saakachvili qui a déclenché les hostilités, mais il n'a pas pu le faire seul. Il pense qu'il n'aurait pas eu le courage de faire ça tout seul, il a fallu que quelqu'un lui donne en quelque sorte un feu vert. Mais il ne dit pas qui. Poutine explique qu'il avait pourtant dit à Saakachvili qu'il l'aiderait à restaurer l'intégrité territoriale de la Géorgie, mais que ça passait par l'acceptation de la réalité, c'est-à-dire d'une part le fait que l'Ossétie et l'Abkhazie avaient des revendications légitimes, et d'autre part qu'elles avaient des liens avec la Fédération de Russie, parce que l'Ossétie est en particulier à cheval en fait sur les deux pays. Donc en arrière-plan, on voit bien quel était l'objectif russe, c'est-à-dire replacer la Géorgie dans l'orbite de Moscou. Et c'est là qu'on voit bien ce que Poutine, à mon avis, est en train d'essayer de faire. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il fait glisser la Russie de l'empire vers la nation, mais il veut que ce soit une nation phare, il veut que ce soit un État phare d'une future civilisation slavo-orthodoxe à construire, en fait. J'ai l'impression que Vladimir Poutine, finalement, est assez huntingtonien dans son approche. En même temps, l'ambiguïté, c'est qu'il expose à plusieurs reprises une vision à long terme qui repose sur un ordre néo-westphalien, fondé sur des adossements de souveraineté, chaque puissance cherchant à renforcer aussi la souveraineté des autres pour aboutir à un monde stable. Il parle à ce sujet, pour résumer sa démarche, d'une transition vers un nouveau paradigme. Et il souligne que cette démarche est la meilleure pour arrêter la prolifération nucléaire, en établissant clairement que détenir des armes nucléaires n'est pas indispensable pour protéger sa souveraineté. Je crois que le sous-entendu qui est derrière, c'est que il a fait le calcul que le monde dans lequel la Russie trouverait sa place et une bonne place, c'était un monde assez huntingtonien, au sens où il y aurait effectivement des civilisations juxtaposées, centrées sur un État phare, donc la Russie dans le cas du monde slavo-orthodoxe, mais il n'est pas du tout huntingtonien en ce sens que, pour lui, ce qui doit sortir de cette constitution du monde en civilisation, ce n'est pas l'aboutissement de l'ordre westphalien, mais sa reformulation sur une architecture nouvelle à deux niveaux.
avec des États forts, États phares, autour des États faibles, protégés par les États phares, et une coexistence pacifique entre les États phares qui structurent le système mondial. Je crois que c'est ça qu'il a en tête, en fait. C'est du huntingtonisme pacifique, si j'ose dire. Je crois que c'est ça qu'il veut dire quand il parle d'une transition vers un nouveau paradigme. Et en ce sens, d'ailleurs, il faut le reconnaître, même si on est comme moi plutôt poutinophile, on va dire, il y a une certaine hypocrisie, parce que Poutine nous dit en gros qu'il veut jamais intervenir dans les affaires intérieures des autres pays, mais en même temps, il nous dit bien qu'il a dit à Saakashvili, je t'aiderai à rétablir l'intégrité territoriale de ton pays, mais il va falloir que tu comprennes que tu dois être en clair dans l'orbite de Moscou, quoi. Mais c'est subtil, hein, je veux dire, c'est malin. Je veux dire, Vladimir Poutine, c'est vraiment un joueur d'échecs de très haut niveau et surtout un judoka, un type très fin qui sait céder à l'adversaire pour mieux le battre ensuite. Alors, sur la question de l'Ukraine et de la Crimée, que dit Vladimir Poutine ? Sa compréhension de la politique états-unienne, c'est la suivante. Washington veut empêcher toute coopération entre Moscou et Kiev, et si possible attirer Moscou dans un conflit pour pouvoir ensuite la diaboliser. À cet égard, on a un passage que je vais lire parce qu'il est quand même assez révélateur. La philosophie de la politique américaine dans cette région consiste, et je suis absolument sûr de ce que je m'apprête à avancer, à empêcher par tous les moyens nécessaires l'Ukraine de coopérer avec la Russie. Parce que ce rapprochement est perçu comme une menace. Certains pensent que ce dernier mènerait à une augmentation de l'influence et de la puissance de la Russie. Je crois que cette pensée était fondée sur une idéologie et non sur une quête de liberté pour le peuple ukrainien. Soutenir des mouvements nationalistes radicaux en Ukraine visait à créer une rupture, une fissure, dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Et pour peu que la Russie commence à réagir à ce type de provocation, elle se transformerait immédiatement en cible ambulante, au sens où il devient facile de la diaboliser, de l'accuser de tous les péchés de la terre et ainsi de s'attirer des alliés face à l'émergence d'un nouvel adversaire. Donc en ce sens, ceux qui étaient derrière tout ça ont atteint leurs objectifs, ils ont même parfaitement réussi leur coup. Nous essayons d'avoir un peu de hauteur de vue et de ne pas nous placer dans le seul registre de la confrontation, de ne pas seulement essayer d'attirer des satellites dans votre camp en agitant l'épouvantail d'une menace extérieure. Si vous vous projetez dans 25 ans, il parle à Stone, et si vous considérez la manière dont la situation mondiale va se développer, alors vous devez changer votre philosophie, votre approche des relations internationales, y compris avec la Russie. Voilà, pour tous ceux qui croient que le sujet c'est est-ce que Kramatorsk ou Slaviansk sont en Ukraine ou en Russie, ils ont la réponse de Vladimir Poutine. Ce n'est absolument pas le sujet, évidemment. Le sujet, évidemment, c'est que les Américains ont besoin d'attirer vers eux l'Europe de l'Est, en espérant que les Russes vont lui faire très peur, pour pouvoir utiliser l'Europe de l'Est contre la France et l'Allemagne, pour empêcher la France et l'Allemagne de faire émerger une Europe indépendante des États-Unis. C'est ça le sujet. C'est ça le propos. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec Slaviansk et Kramatorsk. Poutine a des mots assez... comment dire, assez sympathique finalement pour les révolutionnaires ukrainiens, cela dit. Il dit en gros que la révolution du Maïdan a été faite par des naïfs qui ont cru qu'ils allaient faire cette révolution pour renverser les oligarques et qui finalement se sont retrouvés avec une Ukraine qui est plus que jamais entre les mains des oligarques. Concernant les tirs sur les manifestants, il valide l'idée que l'objectif de ceux qui ont fait ça était nécessairement de semer le chaos, et que, étant donné que Yanukovych n'avait à ce moment-là aucun intérêt au chaos, il est très peu probable que ça soit lui
qui ait donné l'ordre de tirer sur la foule. Ça paraît très logique. Alors sa présentation du rattachement de la Crimée à la Russie est assez classique, assez simple. D'abord, les habitants de la Crimée sont très majoritairement russophones. La majorité aussi se sent russe. Il y a eu un référendum qui a été très largement gagné par les partisans du rattachement. Il fallait que la Russie intervienne parce que le nouveau pouvoir à Kiev envoyait des forces spéciales perpétrer un peu partout des enlèvements politiques, ce qui est vrai, hein, soit dit en passant. Poutine rappelle également la tragédie d'Odessa, où il y a eu plusieurs dizaines de morts dans l'incendie d'un immeuble. Il conclut en disant, en gros, bah écoutez, vous avez accepté l'indépendance du Kosovo au nom d'un référendum. Pourquoi vous refuseriez le fait que la Crimée se sépare de l'Ukraine au nom d'un référendum? Concernant la situation au moment où il discute avec Liverstone, la vision de Poutine sur l'Ukraine, bon, c'est d'abord qu'elle est en pleine dégringolade économique, ce qui est vrai, que l'accord avec l'Union européenne ne lui a pas ouvert de marché d'exportation significatif, que en revanche, ça lui a fermé des marchés d'exportation vers la Russie, et que c'est ce désastre économique qui explique pour Vladimir Poutine la démission de Yatsenyuk, et la fragilisation du pouvoir de Poroshenko, ce dont d'ailleurs Poutine ne se félicite pas forcément, parce qu'il pense qu'en fait, si les accords de Minsk ne sont d'après lui pas respectés du côté ukrainien, c'est parce qu'il y a des forces à l'intérieur de l'Ukraine qui l'en empêchent, qui, toujours d'après Vladimir Poutine, ont un projet d'épuration ethnique sur le Donbass. Il y a 3 millions de personnes qui vivent dans ce territoire. Elles ont souvent voté à des élections que le pouvoir de Kiev a réputées illégales, et donc elles peuvent être persécutées en tant que séparatistes. Pour Poutine, en fait, Poroshenko a peur de ce qui se passerait s'il appliquait vraiment les accords de Minsk, c'est-à-dire s'il commençait à travailler à la réintégration de cette région dans l'Ukraine, ouvrant la porte ainsi, en fait, de facto à la fédéralisation du pays, parce que ce président fragile n'a pas les moyens, en fait, de faire face à des ultranationalistes qui pourraient être effectivement soutenus par les Américains, on s'en doute, on voit bien d'où pourrait venir le soutien. Et quand on lit ce qu'explique Poutine, on se dit qu'on a là peut-être un des endroits dans le monde d'où peut partir une catastrophe géopolitique majeure, avec cette Ukraine à la dérive, et le risque qu'on ait un jour un pouvoir ultranationaliste qui arrive là et qui fasse le mouvement qu'il ne faut pas faire, obligeant en quelque sorte les Russes à réagir vraiment, militairement. Alors sur la relation avec le monde musulman, on a entendu plein de choses complètement délirantes de la part de certains islamophobes occidentaux sur le fait que, regardez, Poutine vend la Russie aux musulmans, etc. C'est pareil, je veux dire, c'est comme les libéraux ou les anti-libéraux dont on parlait avant. Ça, ce sont des gens, ils n'ont jamais dirigé un grand pays, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ils n'ont aucune idée des problèmes que doit résoudre concrètement un grand dirigeant. On voit très bien, quand Poutine parle de l'islam, que son problème, c'est pas de savoir s'il y a 14 siècles, il y a un type qui s'appelait Mohamed et qui, au fond de la péninsule arabique, a ou n'a pas reçu une révélation. Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie, il n'est pas chargé de fixer la vérité religieuse. Son problème, c'est qu'il doit maintenir la cohérence et la cohésion de l'espace russe et des gens qui vivent à l'intérieur. Donc, ce qu'il dit des musulmans russes, il y en a à peu près 15%, c'est la même proportion qu'en France d'après Poutine lui-même, c'est que les musulmans russes sont russes. Et il a clairement l'air de dire que c'est la différence avec la France. Parce que d'après lui, les musulmans français sont pas forcément français. Il a cette formule, il dit « La Russie, c'est leur patrie, ils n'en ont pas d'autre ».
Et il rappelle d'ailleurs à cet égard que la Russie se vit donc elle-même comme un pays partiellement musulman, qui est membre observateur de l'Organisation de la coopération islamique depuis 2003. Vladimir Poutine se félicite à plusieurs reprises que dans de nombreuses zones, les gens fêtent ensemble les fêtes chrétiennes et musulmanes, et il souligne que le christianisme oriental présente de nombreux points communs avec l'islam. Donc je trouve que les olibrius accueillis de bulots qui s'agitent sur Internet en traitant de remplacistes, quiconque n'est pas là pour expliquer que l'islam est le seul et unique problème de l'univers, devrait s'intéresser à ce que fait Vladimir Poutine en Russie. Et comment se fait-il qu'un type qui explique que l'islam a tout à fait sa place en Russie soit aussi le seul dirigeant qui va régler le problème concrètement de Daesh et des égorgeurs modérés ou pas? Eh bien, c'est très logique. C'est très logique. Et il y a un passage dans les explications de Poutine qui est très intéressant à cet égard. Il révèle dans ses réponses à Stone que, pour lui, le problème principal, c'était d'empêcher les terroristes de créer un califat qui irait carrément du sud de l'Europe à l'Asie centrale. C'est pour ça que les Russes sont intervenus, parce qu'ils ne voulaient pas que ce type de configuration commence à se créer. Ça passait évidemment avec une discussion avec le pouvoir syrien, dont Poutine dit d'ailleurs qu'il a effectivement, je cite, commis des erreurs dans les relations avec la population. Visiblement, Vladimir Poutine n'est pas là pour dire qu'il n'y a jamais eu de problème en Syrie et que la République arabe syrienne est un régime formidable. Il est juste là pour dire, le problème c'était Daesh, il fallait le régler, et ça passait forcément par un accord avec les gens qui combattaient Daesh. D'autant plus d'ailleurs que, et ça aussi Poutine le dit, la situation en Syrie est surtout catastrophique aujourd'hui à cause des interventions extérieures. Le peuple syrien, il y avait une opposition réelle par rapport au régime qui s'est mis en place là-bas, mais il y a eu des gens pour venir rendre les choses encore bien plus horribles qu'elles n'auraient été spontanément. L'expression de Poutine à ce sujet-là, c'est quelqu'un essaye de se servir des organisations terroristes à ses propres fins afin d'évincer le gouvernement de Syrie. Et quand Stone demande à Poutine qui est ce quelqu'un, Poutine répond la Turquie, l'Arabie Saoudite, la France, la Grande-Bretagne, et il dit Israël à un moindre degré, car d'après lui, Israël est surtout préoccupé des conséquences pour lui-même. Voilà. Donc il met en accusation les Occidentaux principalement. Ce qui est intéressant, comme je vous disais, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi un président qui dit que l'islam a sa place en Russie est aussi un président russe qui combat farouchement les salafistes, c'est que Poutine explique que pendant la bataille d'Alep, les Russes ont aidé certains membres de l'opposition armée à être évacués pour hâter la fin du siège, mais manifestement ils les ont choisis. Il explique aussi que pour éviter toute épuration ethno-religieuse anti-sunnite, il a fait déployer sur place un bataillon de la police militaire russe constitué de recrues musulmanes sunnites du Nord-Caucase. Ce qui a été fait avec le soutien du président Assad. Et il y avait même un moufti du Nord-Caucase qui a participé à l'opération. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une lutte contre le salafisme conduite très largement depuis l'intérieur de l'islam russe. Moi, je crois que ce que Vladimir Poutine a très bien compris, et que les bulots à QI d'huître dont je parlais avant n'ont visiblement pas compris du tout, c'est qu'il y a des gens qui utilisent l'islam salafiste. Des gens qui n'en ont rien à foutre, à mon avis, du prophète Mohammed et de l'islam d'une manière générale, et qui s'intéressent à la géopolitique. Et que pour cette raison, il faut se méfier de cet islam salafiste, parce qu'il peut effectivement être dangereux, pas tellement par lui-même, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser, mais qui eux sont dangereux. Et le meilleur moyen de lutter contre cet islam salafiste,
en tout cas un des meilleurs moyens, une des meilleures tactiques, c'est déjà de ne pas se mettre sur le dos les musulmans non salafistes, de ne pas les solidariser de l'islam salafiste. Et c'est tout à fait jouable dans la mesure où il y a une opposition à l'intérieur de l'islam entre le véritable islam traditionnel, celui qui est le produit d'une évolution historique de 14 siècles, avec sa complexité, avec l'apprentissage qu'il a fait au fil du temps de la gestion de la diversité ethnique, culturelle, religieuse. Et puis cet islam salafiste, qui n'est d'ailleurs pas réellement l'islam des pieux ancêtres, l'islam des compagnons du prophète, mais une imitation par des enfants déstructurés de la postmodernité de ce qu'ils imaginent avoir été l'islam des compagnons du prophète. Si par hasard un certain nombre de bulots à QI d'huîtres qui nous emmerdent en France avec leur islamophobie délirante et galopante, pouvaient s'intéresser aux propos de Vladimir Poutine et étudier un peu ce qu'il a fait dans cette région, ça serait bien. Peut-être que, on sait jamais, ça va leur faire pousser un neurone. Je rêve. Je sais que ça n'arrivera pas, mais bon, laissez-moi rêver. Alors, sur la relation avec les Occidentaux, le point de vue de Poutine est assez... Alors, sur la relation avec l'Occident, je me permets de faire remarquer un passage assez étonnant, où Poutine, figurez-vous, chante les louanges du sénateur McCain. C'est assez intéressant. En gros, il dit qu'il apprécie beaucoup le patriotisme intransigeant du sénateur McCain, dans lequel il reconnaît la version américaine de son propre patriotisme russe, mais il explique en même temps que le sénateur vit dans un ancien monde et qu'il n'a pas bien identifié les nouvelles menaces. Et ça correspond tout à fait aux reproches que Poutine ne cesse d'adresser aux Occidentaux. Ils ne pensent pas à long terme, ces Occidentaux. Ils n'envisagent avec la Russie que des relations priorisées en fonction de leurs intérêts de court et moyen terme. Et Vladimir Poutine ajoute à plusieurs reprises, l'erreur des États-Unis est de croire que la Russie est leur principal rival géopolitique. Alors c'est intéressant, parce qu'il ne nous dit pas qui est la principale rivale géopolitique. Mais si c'est pas la Russie, c'est qui? Je vous laisse réfléchir à cette question. Sinon, il se marre à plusieurs reprises de certains aspects de la russophobie occidentale. Il explique que c'est devenu une mode aux USA de spéculer sur le problème russe, mais que très souvent, il a des interlocuteurs à très haut niveau qui lui disent « Oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est que de la rhétorique de campagne ». Il constate aussi que régulièrement les Occidentaux accusent les Russes de frapper des sites qu'ils n'auraient pas dû frapper en Syrie, mais il dit, alors est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, que quand Moscou demande aux Américains la liste des sites à ne pas frapper, eh ben on ne la leur donne pas. Sinon, ce qu'il explique en gros sur les USA, c'est que les hommes d'affaires américains, eux, comprennent les réalités, et qu'ils savent très bien que si les USA n'investissent pas en Russie, d'autres prendront les contrats à leur place. D'où le fait, évidemment, que le Kremlin ait des amis à Wall Street. Par contre, il n'attend pas grand-chose, visiblement, de l'oligarchie politique américaine. Il définit les États-Unis comme un pays où les présidents changent, mais pas la politique étrangère. Pour lui, les États-Unis, c'est un pays verrouillé par son état profond ou son complexe militaro-industriel, on appellera ça comme on voudra. Un état profond, un complexe militaro-industriel eux-mêmes qui ont un gros problème parce qu'après la chute de l'URSS, ils se sont cru tout permis. Résultat, ils ont arrêté de réfléchir. Et en fait, Poutine explique qu'il n'attend pas grand-chose de l'élection de Trump. Que pour lui, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il a vu comment Obama, par exemple, a voulu vraiment fermer Guantanamo. D'après Poutine, Obama voulait vraiment le faire. Mais même ça, il n'a pas pu. C'est-à-dire, même sur un point de détail comme ça, il n'a pas pu. C'est-à-dire qu'en fait, le président des États-Unis subit la politique étrangère de son pays très largement. Il court derrière plus qu'il ne l'a fait. C'est manifestement comme ça que Poutine perçoit les Américains. Ce qui pose quand même le problème de savoir qui, au juste,
définit la politique étrangère des États-Unis. Alors, concernant l'usage du mot partenaire, qui vient assez souvent dans la bouche de Poutine et qui passe pour une marque de dérision, en fait, on comprend en lisant les déclarations de Poutine, que c'est pas tant que ça un terme ironique. Il y a une part d'ironie quand même, mais c'est pas tant que ça. En même temps, il y a cette idée chez Poutine que même si ce sont des adversaires, en même temps les Américains sont des partenaires dans un jeu très compliqué qui est comment on va s'organiser pour que aucun de nous deux ne se retrouve dans une situation où il aurait objectivement comme unique porte de sortie d'appuyer sur le bouton de la destruction mutuelle assurée. Je crois que Vladimir Poutine a assez bien vu les problèmes qui sont en train de se poser à l'Occident. Il y a un passage assez étonnant où il parle de la soviétisation de la société US. Il fait remarquer par exemple qu'autrefois c'était les transfuges russes qui cherchaient la liberté aux USA, alors que maintenant avec Snowden c'est le contraire. Il n'entre pas vraiment dans le détail, mais je crois qu'il a une vision assez juste et assez précise de l'état de l'Occident. Et je pense que, en particulier, à mon avis, il doit faire le calcul, en gros, qu'il faut qu'il maintienne la Russie à flot encore quelques années, qu'il empêche les Américains de gagner militairement, et que ensuite, par la force des choses, la situation va bouger parce que l'Occident commencera à s'écrouler sur lui-même. Je crois que c'est ce qu'il se dit en fait. Je peux pas en être sûr, mais c'est la sensation générale que j'ai quand je lis les déclarations qu'il a fait à Oliver Stone. Alors ça explique aussi, soit dit en passant, le problème du bouclier antimissile. C'est-à-dire que ce qui se joue en fait, c'est la capacité pour les Russes de tenir encore ces quelques années qu'ils doivent tenir avant que l'Occident commence à s'écrouler sur lui-même. Parce que en fait, comme Poutine l'explique très bien, ce bouclier antimissile qui est apparemment une arme défensive est en fait de facto une arme offensive. Parce que quand on est dans un système de destruction mutuelle assurée, si un des deux déploie un bouclier antimissile efficace, ça veut dire qu'on sort de la destruction mutuelle assurée. Donc ça veut dire que la dissuasion ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que ça ouvre la porte à une attaque thermonucléaire pour le coup, puisqu'il n'y aurait pas de réponse. Mais Poutine répond à Stone qui lui dit « Mais alors, est-ce que ça va marcher ?» Et Poutine lui répond « Bah non, ça va pas marcher parce que la Russie a des moyens plus frustres, beaucoup plus légers. Mais évidemment, ça sera pas suffisant pour suivre les Américains sur leur terrain. Mais ça sera suffisant pour continuer à garantir la destruction mutuelle assurée. » Et on sait aujourd'hui que c'est vrai, puisque il a fait un discours récemment où il a parlé des armes dont dispose aujourd'hui la Fédération de Russie. Bon, ce qui en ressort, c'est que quand bien même leur bouclier antimissile là fonctionnerait vraiment, de toute façon, les Russes n'ont même pas besoin de recourir à des missiles. Ils ont des moyens navals. Le système de la destruction mutuelle assurée va être laissé en place. C'est quand même très important parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est cette Russie de Vladimir Poutine concrètement? Bon, si on en croit la presse française, c'est une terre obscure et sinistre où les homosexuels sont persécutés. Trembler. Bon, dans la réalité, comme le dit d'ailleurs Poutine quand Stone lui en parle, c'est un endroit où la propagande homosexualiste est réprimée, effectivement, mais il n'y a pas de persécution d'État des individus. Bon, c'est sûr que la société russe étant ce qu'elle est, ça ne doit pas être très facile d'être homosexuel en Russie. Bon, mais enfin, si vous voulez, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où c'est très facile d'être homosexuel. Hein, je veux dire... Il y a quelques pays qui, pour des raisons historiques, ont toujours eu une très grande tolérance à l'égard de l'homosexualité. Le Japon, par exemple, je crois qu'ils ont toujours été très, très coulants là-dessus. Il y a quelques pays qui sont coulants là-dessus depuis quelques décennies, les Occidentaux entre autres, mais enfin, dans le reste du monde, d'une manière générale, homosexuel en Afrique noire, c'est pas mieux qu'homosexuel en Russie, et pourtant on en entend beaucoup moins parler, hein.
Donc je pense pas que la grande caractéristique de la Russie de Vladimir Poutine, ça soit qu'on y persécute les homosexuels. De façon plus sérieuse, je crois que la grande caractéristique de cette Russie, c'est que c'est un pays qui est assis sur d'immenses réserves en matières premières, dont la dette publique ne représente que 12% du PIB. L'État plus la Banque centrale ont 500 milliards de dollars à peu près de fonds de réserve. Ce qui veut dire tout simplement que la Russie est le seul pays dans le monde à pouvoir se dire vraiment indépendant à l'égard de la finance globalisée. Tous les autres pays du monde sont bien obligés de reconnaître qu'en face du pouvoir des marchés financiers globalisés, ils ont un vrai problème. Même la Chine, je pense, même la Chine, malgré sa taille énorme, même elle peut avoir des problèmes. Mais il y a un pays dans le monde qui peut réellement décider de dire au marché financier globalisé « Ah bon, vous n'êtes pas content? Eh ben on s'en bat l'œil, les gars. Vous n'êtes pas content? Bah voilà, vous n'êtes pas content. Tant pis pour vous. Hein. » C'est la Russie. Et concrètement, c'est, je pense, ce qui explique l'acharnement de la politique étrangère des États-Unis contre la Russie, et le fait que un type comme McCain s'entête à voir dans la Russie l'adversaire principal. C'est qu'effectivement, si on considère que ce que sert John McCain en réalité, ce n'est pas les États-Unis des Américains, et donc que John McCain n'est pas, en tout cas de façon concrète, à travers ce qu'il sert réellement, le patriote que pense pouvoir voir en lui Vladimir Poutine, alors il y a une certaine logique. Si on considère qu'en fait John McCain est d'abord au service de l'impérium, du pouvoir globalisé des marchés financiers, avec un point de concentration maximum de ce pouvoir qui se trouve aux États-Unis actuellement, alors c'est logique qu'il veuille abattre la Russie de Vladimir Poutine, parce que c'est tout simplement le dernier État véritablement souverain. Et ce qui se joue donc, et on le comprend quand on lit la conversation entre Stone et Poutine, c'est la question de savoir si ce principe de souveraineté westphalien, on va dire, mais repensé sur la base des structures du XXIe siècle, donc clairement avec un système étatique à deux niveaux, des États phares et des États qui suivent, eh bien, la question, c'est de savoir si ce principe de souveraineté va défaillir et ouvrir la porte au règne des marchés financiers, ou si au contraire, ce dernier rempart va tenir jusqu'au moment où, submergés par le chaos qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, les marchés, les puissances des marchés, en quelque sorte, vont commencer à s'effondrer sur elles-mêmes. C'est ça, en fait, qui est en train de se jouer, et c'est ça la partie que joue Vladimir Poutine. Voilà. Moi, c'est ce que j'en déduis, et c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de lire les conversations avec Poutine par Oliver Stone. Ça vaut la peine. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, sinon, ça sera une petite vidéo de réponse aux très nombreuses questions que m'a valu mon actualité, ma vidéo d'actualité du mois de février, qui était consacrée à l'économie. Et puis ensuite, il y aura la vidéo d'actualité du mois de mars. Alors, je pense qu'elle va être découpée en deux parties. Il y aura une partie sur la géopolitique, parce qu'il s'est passé pas mal de choses récemment, des choses assez croquignolesques d'ailleurs. Et puis,
La deuxième partie sera consacrée à une réflexion sur la recomposition politique en cours en France, parce que ça devient drôle, quoi. Je veux dire, ça devient drôle, puis c'est le moment de s'y intéresser, parce que je pense que les ennuis vont bientôt commencer pour Emmanuel Macron. Donc ça va être marrant de regarder un peu comment tous les tout petits personnages, hein, qui eux clairement ne seront pas dans le grand livre à la fin, sont en train de se positionner un peu autour de tout ça. On va bien s'amuser. Et puis après, comme j'aurai fini la promotion de Voir Macron, qui m'a pris quand même pas mal de temps, parce que j'ai pas mal bougé, je pourrais me remettre sérieusement sur les notes de lecture et je vais vous faire une sacrée salve de notes de lecture au deuxième trimestre. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt.